Je demande donc maintenant à Monsieur l'amiral Barbier, s'il est là, de bien vouloir nous rejoindre, et également à Monsieur Jean-Pierre, qui est donc directeur des affaires juridiques d'un grand groupe et est souvent confronté à ces questions. Je vous en prie, amiral. Le Figaro de ce matin est très révélateur. Madame Merkel qui est particulièrement fâchée de ce que la NSA soit allée jusqu'à pirater son téléphone portable en permanence. Mais je crois aussi que toute nation a de grandes oreilles, comme on dit familièrement, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient technologiques. Et les outils dont on dispose aujourd'hui font que le secret est sans doute beaucoup plus difficile à maintenir que dans le passé, encore que chaque époque a eu ses difficultés. Monsieur l'amiral. Madame Merkel a bien raison de se méfier. Et vous avez raison, quand on dit secret de la défense nationale, on va bien au-delà du domaine purement militaire. Le secret de la défense nationale, il faut l'entendre au sens de défense nationale élargie. Parce que nation. La nation. La menace qui pèse sur la défense nationale, elle s'étend à beaucoup de domaines. Le domaine politique, domaine diplomatique, le domaine militaire, bien sûr, mais le domaine économique, le domaine scientifique, industriel. Financier. Voilà, financier. Et en effet, aujourd'hui, plus difficile qu'hier, je ne sais pas, mais difficile, effectivement, en raison de la numérisation des supports, de tout ce que Madame Le Bâtonnier a précisé tout à l'heure, malgré la mise en place de structures lourdes auxquelles la défense, auxquelles tous les ministères doivent obéir. Parce que finalement, le secret de la défense nationale, il est piloté, il est géré par le Premier ministre, qui s'appuie sur le secrétariat général de la défense nationale, SGDSN, qui effectivement traite ça en interministériel, qui lui-même s'appuie, ce SGDSN, sur l'ANSSI, Agence nationale de sécurité et de systèmes informatiques, qui a un énorme travail à faire. Et je vais souvent discuter avec le numéro 2 du SGDSN, l'amiral Mouton, un grand ami, qui me dit la façon dont il est effaré par tout ce qu'il a découvert par la prise de ses fonctions, mais pas seulement dans le domaine militaire, dans le domaine industriel, dans le domaine politique, dans le domaine... Vous voulez dire l'information ou la perméabilité des informations ? La perméabilité des informations. Voilà. Donc le risque que le secret soit un vœu pieux. Oui, malgré tout ce qui est mis en place, on peut en parler un petit peu ce soir, hein, pour protéger les secrets de la défense nationale. Je peux parler de l'organisation, je peux parler des niveaux, parce que vous entrez maintenant dans un monde totalement différent de ceux qui ont été évoqués jusqu'ici. Hein. C'est un monde où tout est réglementé, quasiment tout est écrit, et tout ce qui n'est pas prescrit est interdit, ou presque. Et donc les niveaux de secret sont bien précisés, du plus haut niveau, qui est le très secret défense, qui effectivement concerne des informations concernant les priorités gouvernementales et dont la divulgation pourrait nuire très gravement à la sécurité et à la défense nationale. On trouve là-dedans tout ce qui concerne le stratégique, le nucléaire, militaire. Juste en dessous, on trouve le secret défense, qui concerne les informations et les supports dont la divulgation pourrait nuire gravement à la sécurité nationale. Et enfin, le confidentiel défense, où c'est quasiment tout le reste. Donc tout ça est bien défini, bien décrit, bien organisé, mais... Et les limites sont parfois très difficiles à tenir. Je me souviens de l'anecdote qui m'était relatée par un de mes confrères commissaires aux comptes d'une société qui travaille dans l'industrie aéronautique et qui me racontait qu'une compagnie aérienne chinoise avait acheté à une certaine époque un certain nombre d'avions français qui n'ont jamais volé. Qui n'ont jamais volé. Oui. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi ils les ont achetés. Mais naturellement, on l'a bien compris. Ils ont été désossés, ils ont été étudiés, Et puis, quelques années après, on a commencé à voir émerger une industrie aéronautique chinoise. Donc, ça n'est pas, comme vous le disiez, que militaire. La question se pose au niveau de l'économie. Elle se pose au niveau de la nation. Jusqu'où une population, jusqu'où la personne qui détient un pouvoir particulier de le faire respecter, a-t-il légitimement la possibilité de dire non, on ne communique pas cette information dans une société qui est ouverte par principe, et jusqu'où a-t-il le pouvoir de dire oui, on communique? Ah ben là, c'est relativement clair pourtant. C'est-à-dire que toute information classifiée dans un des niveaux que je viens de dire... C'est juridiquement clair. C'est juridiquement clair. Toute information classifiée à un des trois niveaux que je viens de dire
n'est absolument pas communicable, sauf à ce qu'elle ait été déclassifiée. Et là, c'est une procédure, moi je peux un peu la décrire si vous voulez, mais qui est assez lourde et complexe, mais qui est faite pour justement protéger cette information. Si en l'occurrence, à l'occasion d'une expertise, vous avez besoin d'avoir accès à une pièce et qu'on vous oppose, parce que là, on pourra opposer à l'expert le niveau de classification de la pièce. Là, l'expert ne peut rien faire si ce n'est noter cette pièce et se retourner vers le juge et lui demander d'entamer une procédure de déclassification. Et là, c'est un long parcours du combattant, si je puis dire, qui commence, puisque le magistrat va se retourner vers la commission consultative du secret de la défense nationale, présidée de 6 membres, qui va étudier le sujet, étudier la demande, et qui va émettre un avis consultatif, favorable, défavorable, favorable partiellement à la déclassification. Cette demande va être adressée à l'autorité émettrice de la pièce, qui va souverainement décider oui ou non. Donc oui, pourtant, c'est quand même assez lourd et bien mis en place, mais malgré tout, le zéro défaut n'existe pas. Excusez-moi, juste une toute petite interruption sur cette phrase que vous venez de dire. Si l'expert est lui-même habilité à voir des pièces secret défense, est-ce que... Si l'expert est habilité... Alors, il y a un deuxième niveau de protection qui est mis en place. Il y a cette habilitation à tel ou tel niveau de protection de documents, mais encore faut-il qu'il ait le besoin d'en connaître. Et l'expert n'a normalement... Enfin, il faut... Normalement, même dans le cadre judiciaire de sa mission. Non. Il n'est pas considéré, dans le cadre de sa mission d'expertise, comme ayant besoin de connaître cette information. Y compris en matière pénale ? Y compris en matière pénale. Donc on voit quand même quels sont les... Le soin est pris. En matière pénale, l'expert peut faire appel au magistrat pour une perquisition dans un lieu où il y a des documents protégés. Cela dit, pour protéger le magistrat, il faudra que ce magistrat fasse appel également à cette fameuse commission du secret de la défense nationale, qu'il se fasse accompagner par son président, avec peu de préavis, pour ménager l'effet de surprise quand même. Mais voyez où on en est, et encore en procédure pénale uniquement. L'industriel qui est confronté dans le cadre de son activité, qui parfois touche aux intérêts fondamentaux de la nation, qu'il s'agisse parfois d'intérêts économiques, tout simplement, et Dieu sait si c'est important, ou par la nature même de ses produits. Comment gère-t-il cette question du secret dans son activité ? Je me demandais ce que je faisais dans cette table ronde en me disant je suis dans une entreprise, j'aurais dû être dans celle d'avant. Et puis je connais Bernard Péquel, donc je me suis dit il doit avoir une idée en tête. Oui. Et puis votre question, il en a plus qu'une d'ailleurs. Votre question me dirige encore un petit peu plus. Je pense que travaillant chez Veolia Environnement, voilà, c'est pas un secret, et j'en suis même fier. Travaillant chez Veolia Environnement, je participe à des missions de service public. Donc, la réponse à votre question est un peu plus simple pour moi. Merci Bernard. La réponse est un peu plus simple pour moi parce que, participant à ces missions de service public, on a une obligation de coopération très forte avec les autorités de tutelle et avec les services de la nation. Quand on distribue de l'eau potable, quand on traite de l'eau usée, lorsque l'on traite des déchets qui peuvent être à caractère banal mais qui peuvent être des déchets plus sensibles, lorsqu'on organise des transports et qu'on fournit de l'énergie avec des systèmes de ventilation très sophistiqués, on est évidemment des vecteurs qui peuvent être visés par des attaques aux intérêts de la nation. Et donc de ce point de vue-là, un certain nombre de groupes, j'allais dire beaucoup de groupes, consciemment ou inconsciemment, peuvent à un moment donné être un des rouages qui intervient dans la protection des intérêts de la nation. De ce point de vue-là, il faut intégrer cette dimension-là. Pour nous, c'est très guidé. Évidemment, Veolia, qui a été répertoriée parmi les activités déclarées d'intérêt vital, doit suivre un certain nombre d'instructions, de recommandations, voire même de procédures précises telles que Vigipirate, que tout le monde connaît. Et là, le secret est très important parce qu'il ne s'agit pas uniquement du secret de l'entreprise, mais lorsque l'on craint une attaque bactériologique, il en va de la santé de tous nos concitoyens. Donc il y a une grande première partie de réponse à votre question, il y a une grande coopération entre beaucoup d'entreprises et les services de la nation dans ce contexte-là. Il y a une autre dimension qui m'importe, moi, dans mon rôle en tant que responsable juridique, ayant aussi dans mes missions la propriété intellectuelle. Il y a aussi, d'une certaine manière, le rayonnement de cette nation sur le plan industriel. Vous avez parlé de guerre économique.
Et c'est tout à fait exact, et c'est pas du tout péjoratif. Les concurrents se livrent concurrence aujourd'hui sur la scène internationale, et dans les grandes réponses à des appels d'offres, ou lorsqu'il y a la possibilité de vendre tel ou tel produit en ayant une longueur d'avance sur les concurrents, évidemment la divulgation de secrets de fabrique, d'inventions, ou plutôt d'innovations qui ne sont pas encore protégées par des brevets, ou qui sont imparfaitement protégés par des brevets, finalement le secret est une des grandes protections de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, lorsque la France estime nécessaire pour le fonctionnement de son économie que d'avoir des leaders dans certains secteurs d'activité, c'est important, on se doit aussi de songer que notre intérêt individuel dans la compétition qu'on peut avoir sur tel ou tel marché peut également participer à des enjeux nationaux plus larges, notamment de rayonnement de notre propre entreprise, mais de tous les gens qui suivent derrière. Je veux parler des sous-traitants, je veux parler d'un certain nombre de clients qui utilisent derrière nos services ou nos technologies. Et donc, la nation n'est jamais bien loin dans la prise de considération de l'évaluation du secret de nos activités, de nos produits et de nos services. On y viendra tout à l'heure dans la conclusion. Jusqu'où et comment articuler la défense des intérêts nationaux dans un espace ouvert, européen, où la libre concurrence est une donnée de nature et où parfois des entreprises qui ont une nationalité différente peuvent être intéressées par des marchés aussi stratégiques et aussi essentiels à une nation que l'eau. Comment, dans une entreprise comme celle-ci, articule-t-on le secret auquel il faut être légitimement attaché pour la préservation de nos intérêts et l'obligation de libre concurrence dans le cadre des marchés? Ça ne doit pas être très facile à articuler. C'est pas facile, et c'est facile aussi parce qu'à un moment donné, il y a du bon sens. Quand vous répondez à un appel d'offres à Berlin et que vous êtes une société française, vous avez des équipes berlinoises et vous gérez les choses en local. Il me semble que pour bien répondre à votre question, il faut... Ils sont pour les appels d'offres à Paris, oui, pour l'eau en France. Les appels d'offres, que ce soit en France ou à l'étranger, dans des secteurs d'activité comme ceux de Veolia, sont des appels d'offres qui sont très localisés. Le maire de Shanghai n'a pas du tout envie de lancer un appel d'offres sur la distribution de son eau en même temps que le maire de Bergerac. Tout le monde a ses propres besoins, a ses propres installations, avec ses propres contraintes techniques, a son propre cadre juridique. Et donc, c'est un challenge pour une entreprise comme la nôtre, mais pour beaucoup d'autres, et c'est en tout cas un challenge aussi pour les juristes. Il faut à chaque fois mettre le curseur de la réponse à la proposition commerciale qui nous est faite en fonction des éléments de contexte et des éléments locaux. Sans doute, et je crois deviner le deuxième étage de votre question, sans doute un des dangers serait de trop standardiser des produits, des services, des procédures, des méthodologies, à la fois parce qu'on se banaliserait et commercialement le maire de Shanghai n'a pas envie d'apprendre qu'il est traité comme le maire de Bergerac. On parlait des égos tout à l'heure avec notre ami journaliste. Ça peut être péjoratif pour le maire de Shanghai. Le maire de Shanghai a besoin de savoir que la technologie qu'on lui propose a été éprouvée, et a été éprouvée généralement dans le pays d'origine de la société. Le nationalisme industriel est très bizarrement ressenti de manière inverse. C'est-à-dire que les clients attendent de nous que l'on soit connu dans notre propre pays. Bien sûr, c'est très vrai dans les contrats d'armement d'exportation. À partir de là, il est de la responsabilité de l'entreprise, parfois avec des conseillers du commerce extérieur, et les postes d'expansion économique et les services diplomatiques dans certains pays difficiles. C'est à nous de calibrer les choses pour faire en sorte que, d'une part, on réponde à la question et à la demande qui nous est proposée, sans toutefois divulguer des informations, divulguer des solutions qui pourraient peut-être être privilégiées dans d'autres endroits pour des raisons de sécurité. La problématique est à peu près la même, mais un peu différente pour les industriels de l'armement.
toutes les industries de l'armement sont habilitées en tant que personne morale, en tant que site Bien industriel. sûr. Et l'industrie de l'armement est L'industrie de souvent l'armement. un laboratoire de recherche aussi pour des C'est un, activités civiles. un gigantesque laboratoire de recherche. Il y a des technologies qui sont duales, effectivement, des choses qui passent de Absolument. l'une à l'autre et qui sont très bénéficiaires. C'est une industrie qui tire les autres vers le haut et qui est Bien créatrice sûr. d'emplois non Absolument. délocalisables. Donc c'est quand même intéressant Tout à fait. par les temps qui courent. La problématique concerne aussi les contrats d'armement à l'export. On essaie d'être le meilleur sur le marché, bon, pas pour vendre de l'eau à Shanghai, mais pour vendre des canons, des rafales, etc., tout en protégeant un certain nombre de caractéristiques militaires pour se les garder à nous, quand même. Bien Les sûr. garder comme un temps d'avance On sur l'a ce vu qu'on va récemment vendre. avec le problème du Mistral. Le avec- Mistral, oui, oui. Voilà. Et Qui donc, était vendu à la marine russe, je crois, c'est ça. qu'il Qu'il était envisagé. Oui, il Bon, était envisagé. Et finalement, ça n'a pas été fait. On leur a vendu que des gros bâtiments les bâtiments de la marine. Et donc voilà la problématique de ces contrats d'armement qui sont passés au filtre de la délégation générale pour l'armement, la DGA, de façon à ce qu'effectivement on protège quand même nos propres armements. Nos Si propres je peux technologies. rajouter une chose, c'est intéressant ce que vous dites parce que la problématique de la défense des intérêts nationaux sur ces questions d'armement et sur ces sujets très, très sérieux et très effrayants d'ailleurs, personne ne peut s'en sentir totalement étranger. Il me semble que avant de vendre un Rafale, un porte-avions ou un système de transmission, il y a bien sûr la société fort connue pour produire le produit final, et puis il y a une multitude d'intervenants en amont. Et je pense que des failles qui seraient intervenues dans celui qui fabrique les câbles, dans celui qui fabrique les petits circuits imprimés qui Bien vont sûr. permettre à la radio de fonctionner, Une chaîne sécuritaire. à celui qui prévoit le système de traitement d'eau pour utiliser de l'eau en recyclage. Chacun a sa part de bugs potentiels. Et donc, je participe parfois à des réunions organisées par le ministère des Affaires étrangères et je me suis rendu compte à quel point, puisque l'on est en train de parler de nation, à quel point il y a un jeu d'équipe qu'il est très important d'animer. Oui, je dirais l'équipage, mais c'est bien, c'est exactement comme ça qu'il faut le construire. Et donc, j'ai envie de vous poser la question suivante. Dans une économie de marché, où la libre concurrence, encore une fois, est une donnée de nature, est-il légitime qu'une nation se réserve la possibilité de ne pas donner une information et qu'elle impose le secret à l'industriel, donc quelque part qu'elle limite son développement? La réponse est oui. L'industriel est de temps en temps bridé dans ce qu'il peut proposer à l'exportation pour les raisons que vous venez de dire. Moi, j'ai pas de... Enfin, je ne peux pas me prononcer. Mais il y a des solutions, en ce sens que la technologie N, elle est quand même N-1, je dirais, elle est quand même très très proche de la technologie N. Donc on ne va pas vendre la N-1, mais elle est déjà extraordinairement performante par rapport à la concurrence. On vérifie quand même, encore une fois, cet équilibre entre être bien placé par rapport à la concurrence tout en protégeant nos propres armements. Le challenge est donc de toujours être parmi les meilleurs dans la discrétion et d'ensuite d'accepter de commercialiser ce qui s'est banalisé. Pas banalisé, parce que ce qui est encore plus performant par Voilà. rapport au bruit de fond du marché, Voilà. mais on se garde une petite notion d'avance. Du point longueur de d'avance. vue de Veolia, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas en mesure et je ne suis pas dans mon rôle de décider ce qui est d'intérêt national ou pas. En revanche, de ce qui est d'intérêt véolien, je sais que ce qui m'importe, c'est l'avantage compétitif. C'est ce qui va faire la différence entre moi, Suez et tous mes autres camarades, Mais quand l'avantage à subjectif, l'occasion d'un appel d'offres. Et donc parfois, il y a des choix qui sont tout à fait étonnants à faire. On pourrait imaginer que de déposer un brevet, c'est la meilleure façon de protéger une innovation. Sauf que quand vous déposez un brevet, vous le publiez. Et donc, si vous n'êtes pas capable, de le déposer partout, où vous allez peut-être aller commercialiser, et deux, si vous n'êtes pas capable de surveiller ce qui se passe pour essayer ensuite d'intenter des actions contre les contrefacteurs, ce qui, dans certains cas, ne servira à rien ou bien vous prendra tellement de temps que votre technologie sera obsolète, Voilà. parfois, il vaut mieux rien divulguer du tout, proposer ces variantes, et puis garder les savoir-faire dans le crâne des collaborateurs. eh bien voilà qu'effectivement, sur la question de secret économique, oui, deux questions.